déjà donc au terme de cette petite série, mini-série, très, très appréciée. La première, on avait abordé avec Rémi Tremblay la partie de la résilience personnelle, donc d'apprendre à rencontrer les imprévus, faire avec, d'avancer avec la situation pour être plus heureux dans le long terme. Ça, c'était réellement très, très intéressant comme réflexion. Puis ensuite, avec Éric Pinault, la semaine dernière, on était réellement dans l'apprentissage des crises aussi, sur la décroissance, une économie post-croissance aussi, puis notre capacité à être résilient à travers une nouvelle façon peut-être de s'organiser comme société. Aussi, très, très belle réflexion. Puis ce soir, on a la chance d'avoir Simon Grenier, qui est psychologue industriel et organisationnel et aussi professeur adjoint à l'Université de Montréal. Et avant d'introduire et de céder la parole à Diane, simplement pour dire que on est très, très heureux de pouvoir vous proposer ces conversations-là aussi, des activités, des ateliers, des conférences cet automne qui sont toujours gratuites, toujours dans le but de rester solidaire avec notre communauté et de partager le plus d'expérience et d'expertise possible pour permettre la réflexion dans vos organisations, par exemple, ou si vous êtes entrepreneur, aussi des outils comme entrepreneur, évidemment à vocation sociale, idéalement aussi pour nous. Puis, remercier aussi la Fondation Germain Bombardier qui, grâce à elle, on peut vous proposer ces belles conversations-là. Donc, maintenant, je vous cède la parole à Diane Bérard, notre journaliste de Solutions, qui va animer cette dernière conversation ce soir. À toi, Diane. Merci, Luc. Merci. D'abord, j'aimerais saluer tous les participants, les nouveaux participants qu'on accueille ce soir et ceux qui sont avec nous depuis 2 semaines, donc qui ont suivi notre parcours depuis l'intime jusqu'à la sphère sociale. Et aujourd'hui, on va retourner à l'intime en parlant de résilience entrepreneuriale. Bonsoir, Simon. Bonsoir, Diane. Donc, j'aimerais ça qu'on débute par la sphère intime, c'est-à-dire la tienne. Oui. J'aimerais ça savoir pourquoi tu t'intéresses à la résilience en général. Il doit y avoir sûrement quelque chose dans ton parcours de vie. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, il y a l'intérêt, je dirais, personnel, puis il y a le nouvel intérêt professionnel, académique. Si je commence par l'intérêt personnel, quand je fais un retour un peu sur ma vie, sur les événements plus difficiles, plus marquants qui ont ponctué là, ma trajectoire, je pense notamment là, à 22 ans comme gestionnaire d'un projet aquatique à Ville d'Anjou, j'ai eu à vivre puis à accompagner une équipe de sauveteurs dans un événement de noyade, de quasi-noyade en fait. L'enfant n'est pas décédé, mais a gardé des séquelles importantes. Cet événement-là, à 22 ans, plus ou moins préparé, a quand même eu des conséquences importantes là, sur moi qui ont été qui se sont échelonnées sur quelques années. Mais une de ces conséquences-là a été de dire que ça a fait changer mon parcours professionnel. Moi, je me dirigeais vers la médecine d'urgence. C'était vraiment à ça que je me dédiais au niveau des études puis du sérieux que j'investissais au niveau académique. Et l'événement est venu, même si je suis pas intervenu puis que j'ai plutôt géré la crise, est venu me questionner beaucoup sur la notion de est-ce que moi je suis prêt à commettre une faute, par exemple, puis à aggraver l'état de quelqu'un. Puis la réponse a été non. Par contre, j'avais beaucoup aimé l'accompagnement de mes 4 sauveteurs sur la piscine à être capable de reprendre le dessus là-dessus au niveau professionnel et personnel. C'est ça qui m'a amené en psychologie industrielle. Donc, bien que je garde un souvenir quand même douloureux ou difficile de cet événement-là, ben quand je le regarde puis que je vois que j'ai réécrit une portion de l'histoire parce que je suis pas amer du fait que ça m'ait fait sortir de ma trajectoire de médecine, ça montre que il y a quelque chose d'intéressant à s'intéresser à la résilience puis à voir personnellement comment moi je construis ces réécritures-là positives de ma vie. Sans cet événement-là, ben je serais pas avec ma conjointe puis j'aurais pas mes enfants maintenant. Fait que ça aussi, ça fait en sorte que je peux dire que j'en fais du positif parce qu'elle était la gérante de la piscine où ça s'est passé. Au niveau académique, c'est un intérêt qui est assez récent parce que moi, ma thèse va porter sur la motivation et le fonctionnement des équipes de travail. Donc, comment est-ce qu'on peut penser que la motivation des individus dans une équipe peut la faire mieux fonctionner, essentiellement. Et donc, j'ai passé 6 ans à étudier ça au doctorat, puis à théoriser, puis à mesurer là-dessus. Mais comme j'ai passé plusieurs années dans la sphère de la consultation avant de revenir dans le milieu académique, ma cible dans mon retour à l'université,
a été de m'intéresser plus au développement et à l'exercice du leadership. Puis à travers ça, donc, on se rend compte que chez les dirigeants, les entrepreneurs, les gestionnaires, cette portion-là de résilience pour être capable de bien faire leur travail puis exercer du leadership est importante parce qu'ils font toujours face au quotidien à des changements, à de l'incertitude, à des difficultés. Et la question qui m'est apparue à ce moment-là, ça a été de dire, OK, comment on fait pour travailler sur cette résilience-là? C'est quoi? Puis de façon conjointe, il y avait un questionnement à la Faculté des arts et sciences à l'Université de Montréal où on se rendait compte que les étudiants, certains étudiants souffraient beaucoup. Et donc, de comment est-ce qu'on pourrait mieux accompagner ces étudiants-là pour leur offrir un parcours de développement de la résilience. Donc, j'ai été intégré à cette réflexion-là presque à mon arrivée à l'université. La définition de la résilience, il y a des gens qui disent « Ah, cette personne-là est résiliente », comme si c'était quelque chose d'inné, puis d'autres vont dire « Ah, développer sa résilience ». Donc là, c'est quelque chose d'acquis. Ouais. Puis ça peut être décourageant. Si tu vois ça comme quelque chose d'inné, c'est comme « Oh boy, je suis résilient ou je ne suis pas ». Fait que... Alors toi, parle-nous de ça. C'est quoi la définition de la résilience? La tienne, celle que tu as vue passer? Comment... Bien, je vais commencer exactement comme ce que tu positionnes, Diane, c'est-à-dire que ce courant-là de recherche sur la résilience qui vise à comprendre c'est quoi le phénomène, il n'y a pas de consensus sur ce que c'est, au sens où elle a d'abord été positionnée, comme tu l'as amené au départ, donc de dire que c'est un trait, c'est quelque chose avec lequel on est, qu'on a ou qu'on n'a pas, puis qui nous permet, parce qu'on est fort, parce qu'on est plus optimiste, parce qu'on est capable de faire preuve de hardiesse, par exemple, devant les difficultés, qui fait en sorte que, ben moi, je vais être plus en mesure de faire face à des difficultés que toi si je suis plus résilient, donc c'est quelque chose d'inné. Tu le positionnes très bien, il y a quelque chose de fatigant là-dedans, parce que c'est un peu comme moi je l'ai, moi je l'ai pas, et donc c'est une loterie, mais en plus, si je ne l'ai pas, il faut que je vive avec le fait que ça va être difficile tout le temps. Il y a quelque chose là-dedans, du point de vue, pour moi, comme psychologue, qui dit c'est pas le bon positionnement. Mais pour être capable de comprendre scientifiquement des fois des phénomènes, ben, on l'utilise encore, cet aspect-là de traits, donc de caractéristiques naturelles, pour voir les gens qui prétendent être plus forts ou être plus élevés sur leur résilience, comment est-ce qu'ils évoluent psychologiquement face à certaines difficultés. Donc, l'aspect ça, c'est le premier aspect de définition. Le deuxième, c'est la résilience, c'est une résultante. Donc, c'est une adaptation que moi, je démontre face à des grandes difficultés. Encore une fois, c'est intéressant en ce moment-ci parce qu'on se dit que ça peut être développé. Ce qui chatouillait un peu la communauté scientifique à ce moment-là, c'était plus de dire OK, mais est-ce qu'il faut vraiment toujours faire face à des événements traumatiques pour finir par développer de l'ajustement ou de l'adaptation? Ou est-ce qu'il n'y a pas une adversité qu'on vit au quotidien, dans des difficultés quotidiennes, dans des enjeux un peu plus micro dans nos vies que des événements extrêmement difficiles à vivre? Puis est-ce qu'on ne pourrait pas justement développer une forme de résilience face à ces difficultés récurrentes-là? Tout ce questionnement-là nous amène à la définition qui fait pas mal consensus maintenant, qui dit, au fond, la résilience, c'est un processus. C'est quelque chose qui se développe dans le temps, qui amène un changement et pour lequel il faut que je fasse face à de l'adversité, mais ça peut être de très grands événements difficiles à absorber ou justement quelque chose de plus quotidien. Une fois qu'on se dit ça, par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que dans la recette, là, pour que la résilience devienne un processus, faut penser, que ça prend un déclencheur. Il faut qu'à un moment donné, j'ai un événement de vie, qui soit minime ou plus gros, qui vienne me mettre face à de la souffrance, à des difficultés inhérentes, à du stress, et il faut que je sois capable d'en prendre conscience. Ça fait un peu écho à ce que Rémi Tremblay vous a dit il y a 2 semaines. Avant d'être capable de traiter ma souffrance puis de me diriger vers la joie, il faut que j'ai une prise de conscience du fait que je fais face à quelque chose qui est difficile en ce moment.
Fait que premier élément, ça me prend un signe ou un déclencheur du fait que je m'en aperçois que ça va moins bien puis que je fais face à de l'adversité. Le deuxième, dans le processus, c'est il va falloir, moi, comme individu, que j'adopte des stratégies proactives pour commencer à me construire puis à initier un changement, un ajustement ou une adaptation. Ces stratégies-là, elles peuvent être cognitives, donc on va s'en reparler tantôt sur certains travaux de recherche, mais je peux noter que j'ai un discours interne négatif, par exemple, que je me dis que je suis pas bon, que j'aurais pas dû faire ça. Et là, ben, la stratégie cognitive, c'est plutôt de changer le discours, de dire comment est-ce que je peux faire pour voir peut-être l'opportunité derrière ce qui vient d'arriver. Premier élément, ça peut être une stratégie affective. Donc, comment est-ce que je peux, moi, commencer à reconnaître mes émotions négatives et à me dire, bon, ben, est-ce que cette émotion-là, elle va être permanente, par exemple? Est-ce qu'elle va être toujours omniprésente ou non? Je peux me remémorer des moments où j'ai fini par vivre des émotions positives malgré tout. Ou elle peut être comportementale, la stratégie. Donc, on verra tantôt aussi, mais par exemple, face à nos entrepreneurs qui peuvent vivre des difficultés avec des partenaires dans les projets entrepreneuriaux, ben, d'adopter des stratégies préventives ou proactives de gestion de conflits dans nos comportements, puis se dire, OK, sur quoi on a des risques de ne pas s'entendre ou sur quoi on a des risques de se frapper le nez. On va adopter des comportements puis des façons de faire qui vont prévenir ces aspects-là ou qui vont permettre de les résoudre. Donc, ça prend un déclencheur, ça prend des stratégies. Puis au final, ce qu'on dit, c'est que la portion résultat dont on se parlait tantôt, c'est j'ai un meilleur ajustement psychologique. Donc, je vis plus d'émotions positives, je vis plus de bien-être, je vis plus de vitalité au final, même si je fais face à de l'adversité puis à des difficultés. Donc, si je résume, pour être sûr que j'ai bien compris, oui. Dans les travaux, on en arrive à penser que la résilience, ce n'est pas un trait avec lequel on est, puis genre une batterie dans laquelle on a un certain réservoir, mais que c'est un processus qu'on amorce quand on a une souffrance, quand on a une difficulté. Donc, tant qu'on n'a pas vécu une micro ou une macro difficulté, on n'amorce pas ce processus-là. On l'amorce quand on a une difficulté. Et là, à ce moment-là, bien, on a une palette de stratégies dont on va continuer à parler, mais on a une palette de stratégies qu'on peut utiliser pour amorcer ce processus-là qui va nous amener dans une situation où on a de la résilience, où on est résilient, c'est ça? Exact. Puis tantôt, on se disait, donc, je fais face à un événement qui est difficile. La prise de conscience, donc, aussi devient super importante. Puis, cette prise de conscience-là, on a tous une tendance naturelle à adopter une stratégie face à du stress ou de la difficulté. Hein? On peut se battre, on peut s'enfuir ou on peut geler. En gros, là, ce que la science dit là-dessus, ben, tu sais, de s'observer puis de regarder un peu qu'est-ce qui se passe en ce moment. Est-ce que j'ai des comportements qui sont inopportuns ou irréguliers? Est-ce que ma consommation d'alcool est plus élevée ou consommation de drogue, par exemple? Si oui, la réponse peut être je suis en train d'essayer de fuir. Psychologiquement puis cognitivement, je suis en train d'essayer de fuir. Est-ce que je suis plus irritable, plus de colère? Est-ce que je perds patience plus souvent? Je suis peut-être en train de me dire que ma réaction face à l'adversité, c'est d'essayer de me battre ou de dominer les autres ou en tout cas d'avoir de la difficulté à me contrôler. Et donc, à ce moment-là, ces signes-là deviennent des éléments de prise de conscience de « Oh, pour reprendre ce que Rémi disait il y a 2 semaines, je souffre. J'ai des signes que je souffre. Il faut que je l'accueille et que je me dote de stratégies pour passer au travail. C'est intéressant parce qu'on peut faire un lien avec l'intime, avec la première rencontre. C'est que dans la première rencontre, on disait il faut s'observer. Oui. Puis, on est en train de parler d'entrepreneur, puis ça va être ça ma prochaine question, mais aussi bien l'individu que l'entrepreneur, on doit s'observer. Oui. Donc, on doit s'observer comme individu, mais quand je suis dans ma posture entrepreneuriale, donc quand j'ai mon personnage entrepreneurial, là aussi, je dois m'observer. Donc, est-ce que, c'est intéressant, tu parles de, est-ce que j'ai une stratégie de domination? Donc, est-ce que quand j'ai des relations avec mes fournisseurs, avec mes clients, avec mes partenaires, est-ce que justement, quand ça ne va pas, j'ai tendance à aller dans la domination pour reprendre le contrôle? C'est un exemple que tu donnes qui est quand même très, très intéressant. Donc, ça nous amène au fait que il y a l'intime, il y a l'individu qui doit s'observer, mais on doit garder cette posture-là quand tu es un entrepreneur aussi. Et dans
dans ma journée d'entrepreneur, dans ma vie d'entrepreneur, je dois aussi m'observer pour voir cette souffrance-là et observer mes comportements. Ce qui m'amène à qu'est-ce qu'on sait de la résilience entrepreneuriale comme telle? Est-ce qu'il y a des travaux dont tu peux nous parler? Oui, bien, en fait, j'ai choisi là, une étude, entre autres, qui a été publiée très, très récemment en 2020. Je l'ai choisie d'une part parce qu'elle est très, très intéressante au niveau des résultats, mais aussi parce qu'elle est faite à Montréal. Elle a été faite par des chercheurs de Montréal et de Kingston en Ontario. Donc, Ingrid Chadwick de l'Université Concordia et Jenna River. Essentiellement, là, cette étude-là a permis de suivre un bassin d'entrepreneurs en démarrage. 104 personnes à travers le Canada qui étaient impliquées dans des initiatives et des programmes de soutien au démarrage d'entreprise. Et les deux chercheuses ont suivi ces gens-là pendant 2 ans. Donc, on a 4 temps de mesure à l'étude, qui en fait une étude très, 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 très solide, et qui va de « je mesure le niveau de résilience au point de départ ». Après ça, j'essaie de voir un peu plus tard dans le parcours comment est-ce que les gens approchent les défis auxquels ils font face. Et est-ce qu'ils ont des stratégies cognitives, entre autres, pour réévaluer? Donc, c'est un peu ce que je te disais tantôt dans ma propre expérience. Comment on fait pour réévaluer quelque chose de négatif de façon positive? Qu'est-ce que ça permet au niveau d'adopter des stratégies de façon proactive? Et ils se sont rendus jusqu'à la survie de l'entreprise 2 ans plus tard. J'ai une question. Donc, quand oui. on mesurait la résilience au départ, comment on mesure ça au départ, la résilience? Je pense que ce serait important pour les participants de savoir ça. Bien, la question est importante parce qu'elle revient un peu à notre ancrage de départ sur les différentes définitions. Je te disais, c'est pas toujours facile de mesurer quelque chose autrement que par le trait. De suivre un processus, par exemple, c'est pas nécessairement facile du point de vue de la mesure par questionnaire. Donc, c'est vraiment, ils ont employé un questionnaire dans lequel la première échelle, l'échelle de résilience, était une échelle beaucoup plus orientée vers les traits, donc la force de caractère qui permet de passer au travers des difficultés. Donc, au départ, ils testaient la force de caractère. Avant de tester le processus, au départ, ils ont vu les caractères de ces 104 entrepreneurs. Exact. Pour voir après ça, comment ils réagissaient pendant leurs 2 années de démarrage d'entreprise. C'est ça. C'est là où... qu'il y avait. C'est ça. C'est à partir de là que la notion de processus dans le cas de l'étude s'installe, dans le fond. Donc, ce que l'étude démontre, c'est que plus j'ai un niveau élevé naturel de résilience, plus je vais avoir tendance à adopter des stratégies qui vont me permettre de voir les difficultés comme des opportunités ou de les redessiner comme étant quelque chose de positif. Ce premier aspect-là, dans la chaîne, amène le fait que je vais être capable, comme individu, comme entrepreneur, malgré les difficultés, là, malgré le fait que je n'ai pas obtenu mon financement facilement, malgré le fait que finalement, je suis rendu à 3 mois plus loin que ce que mon premier plan d'affaires projetait, malgré le fait que j'ai de la misère à sortir mon premier produit, mon premier prototype, je vais continuer à adopter des stratégies comportementalement parlant pour faire face à ces difficultés-là. Donc, rappeler un autre fonds, par exemple, pour aller trouver du financement, écrire une nouvelle demande de subvention, me dire que si notre prototype n'est pas fini, c'est peut-être parce qu'il faut que je discute avec mes équipes de comment on va faire pour y arriver plutôt que de juste leur pousser dessus. Et donc, cet aspect-là d'adopter de la proactivité amène à un taux de survie plus élevé après 2 ans des organisations où on a fait ce suivi-là auprès des entrepreneurs. Donc, certains avaient abandonné le projet, potentiellement, vu les résultats de l'étude, ceux qui avaient moins de résilience au départ. Mais tu sais, c'est pas banal comme effet, là. On se parle, là, les analyses statistiques de l'étude montrent que 2 ans plus tard, la probabilité que l'entreprise ait survécu est de 129 % plus élevée si nos entrepreneurs font preuve de beaucoup de résilience que s'ils font preuve d'un niveau modéré ou faible de résilience. Donc, mais là, tu me parles des gens qui, au départ, avaient affiché des traits résilients. Exact. Mais si je fais le lien avec la définition que tu as donnée du début, on a aussi une chance de développer sa résilience.
Tout à Donc, fait. parmi les gens qui avaient moins de traits résilients, est-ce qu'il y en a qui l'ont développé? Bien, Ou c'était juste ceux qui scoraient plus fort au début, qui faisaient partie du 129 qui avaient plus de... dans le cadre de cette étude-là, il n'était pas question de développement. On ne les mettait pas dans une trajectoire développementale de résilience. On les accompagnait dans le projet entrepreneurial. C'est là où ça devient intéressant de se parler du phénomène de développement. C'est-à-dire que si en parallèle de l'accompagnement entrepreneurial, on leur avait donné potentiellement un certain nombre d'ateliers sur des axes de résilience, puis ça m'amène au deuxième programme dont je peux te parler, qui est le Promoting Adult Resilience, qui a été fait à Penn State. Ce programme-là ne s'adresse pas à des entrepreneurs spécifiquement, mais ce qu'il dit en gros, c'est on peut développer la résilience et on peut passer par différents chemins, mais il faut que les gens comprennent ce que c'est la résilience d'un. Il faut qu'on soit capable de les amener à prendre conscience de c'est quoi leur force, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre à profit pour faire face aux difficultés ou pour traverser des difficultés. Donc, la résilience les force. Après ça, on a la notion de est-ce qu'on peut les aider à mieux gérer les conflits qu'ils ont interpersonnellement dans leur vie? Est-ce qu'on peut les accompagner à développer des meilleures stratégies de résolution de problèmes? C'est assez fascinant. On s'est rendu compte, mettons, à l'université, au niveau des étudiants, que ceux qui abandonnent leur programme plus rapidement ou qui ont plus de difficultés à le terminer, c'est souvent des gens qui ne sollicitent pas les ressources et qui ne se donnent pas des moyens de résoudre les problématiques qu'ils rencontrent. Fait que cet aspect-là devient important pour montrer de la résilience. Les deux derniers axes qui ont trait un peu à ce qu'on a vu dans l'étude d'Ingrid et ce que Rémi disait il y a 2 semaines, c'est qu'il faut être capable de modifier notre discours interne négatif, puis il faut être capable de bien gérer son stress. Donc, pour développer un programme, ce programme-là d'accompagnement qui a été validé scientifiquement dit accompagner les gens dans le développement de ces stratégies-là et à terme, ils seront plus résilients et auront donc un vécu psychologique aussi plus optimal, plus de bien-être, plus de vitalité, plus d'émotions positives face à l'adversité malgré tout. J'entends beaucoup dans ce que tu dis que dans la résilience, il y a beaucoup de capacité à bien gérer les conflits. Ça semble être quelque chose d'important, en tout cas dans le processus de résilience, là. Oui. Ben, c'est ce que le programme de Penn State prétend, donc de dire que la gestion des conflits et la résolution de conflits, c'est quelque chose d'important. Puis quand on y pense, ça fait un peu écho aussi, Diane, aux résultats de l'étude sur la santé mentale des entrepreneurs qui a été fait par l'Association canadienne de la santé mentale, où on voit que ces entrepreneurs-là révélaient 1 sur 4 dit « Moi, là, le stress causé par l'entrepreneuriat fait en sorte que mes relations interpersonnelles vont vraiment pas bien. Ça a un impact sur mon désir de poursuivre potentiellement. On est des êtres sociaux. Si parce que je vis des difficultés, ça fait en sorte que je suis en conflit, je me sens pas compris, nécessairement, si je reste dans cet état-là et que j'adopte pas des façons de rendre mes relations positives ou de les redémarrer de façon positive, je risque d'avoir de la difficulté à sentir que je suis soutenu et donc de la difficulté à affronter les difficultés. Puis je pense qu'elle soit là, macro ou micro, comme on disait tantôt, dans mon quotidien, si je ne sens pas de soutien, ça risque d'être difficile. La motivation joue comment? C'est-à-dire, je suis un entrepreneur, donc j'éteins des feux toute la journée, je fais du développement des affaires. La motivation à m'occuper de ma résilience versus m'occuper de mon entreprise, mettons. Je ne sais pas si c'est clair ce que je te dis, mais où ça joue ça? Est-ce qu'il faut que j'aie une motivation claire sur le fait qu'il faut que je travaille ma résilience? En fait, ta question est intéressante, puis ça m'amène un peu vers le partenariat qu'on a avec l'Esplanade. Ce partenariat-là, donc, qui prend place dans le cadre d'un de mes cours au doctorat en consultation, a commencé à être élaboré il y a un peu plus d'1 an. Puis une des questions qui m'a été posée par les gens de l'Esplanade, c'est est-ce que la motivation d'un entrepreneur social peut venir affecter sa résilience? Donc, on n'était pas nécessairement dans la motivation à entreprendre ou la motivation à m'occuper de ma résilience, mais la motivation.
Moi, une des théories avec laquelle je travaille, c'est la théorie de l'autodétermination qui dit dans le fond que on a, dépendamment de la source de ta motivation, donc du pourquoi tu vas poser des actions, tu vas vivre un fonctionnement qui va être plus ou moins optimal. Donc, si, par exemple, nos entrepreneurs sociaux ou des entrepreneurs en général qui diraient, moi, ce qui est important, là, c'est de mettre en place mon projet entrepreneurial parce qu'à terme, ça va m'éviter d'avoir honte de certaines autres actions que je mets en place qui sont moins louables. On sait que ces gens-là risquent de vivre plus de conséquences négatives que ceux qui disent « Moi, j'ai un projet entrepreneurial parce que ce projet-là, là, il est important. » Faire cette différence-là dans la vie, c'est important, versus ce projet-là, j'ai du fun à le mettre en place. Il a beau être difficile, j'ai du plaisir quand même. Bien, ces autres sources de motivation-là vont avoir des conséquences beaucoup plus positives, donc plus de satisfaction, plus de maintien de l'effort, plus de capacité d'apprendre aussi du projet. Donc, ce qu'on essaie de voir dans ce projet pilote-là, c'est pas un projet de recherche, là, c'est vraiment un projet d'intervention avec la cohorte Collision en santé communautaire, c'est de voir est-ce que d'une part, on est capable d'observer ces écarts-là de sources de motivation chez les entrepreneurs de la cohorte? Puis ensuite, est-ce qu'en leur offrant des capsules courtes, c'est des entrepreneurs qui sont beaucoup à l'étape d'idéation de leur entreprise. Donc, est-ce qu'avec des capsules courtes, on est capable en 30 minutes de leur transmettre du contenu puis de la réflexion sur l'utilisation de leurs forces dans leur projet entrepreneurial? Est-ce qu'ils peuvent mieux gérer les conflits puis prévenir les conflits? Puis est-ce qu'ils peuvent changer leur discours interne négatif? Donc, on est reparti avec les étudiants du programme PAR, puis on a offert à l'esplanade de dire vous aurez des capsules de 30 minutes, puis on va aller voir avec une première cohorte qu'est-ce que ça donne chez vos entrepreneurs qui sont en démarrage. Beaucoup dans l'espoir, moi, pour les étudiants qui développent des compétences plus appliquées, mais sur la base des connaissances scientifiques, vraiment de transférer ça vers le milieu, c'est important, je pense. Mais aussi dans l'espoir de dire que si on observe quelque chose d'intéressant, il y a un projet de recherche là, vraiment comme mieux attaché qui puisse se démarrer avec l'esplanade pour commencer à faire des démonstrations autour de l'implantation d'un programme du développement de la résilience chez les entrepreneurs. Changer le discours négatif, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ça parce qu'il y a beaucoup, effectivement, de moments pivots dans le démarrage d'une entreprise puis dans les autres étapes aussi. Puis à un moment donné, parfois, on a l'impression que l'entrepreneur a un discours positif à la face du monde, mais que dans le fond, dans sa tête, c'est pas le même discours. Moi, j'ai eu ce sentiment-là avec des interviewés qui me disaient des choses positives, mais que dans le fond, ils n'y croyaient pas puis qui essayaient de le dire pour le croire, mais c'est une stratégie, mais est-ce que c'est une stratégie de résilience ou comment on change ce discours négatif-là dans notre tête? Sur ton premier point, Diane, là, ce que la science démontre quand on appelle ça de la régulation émotionnelle, là, puis quand je le fais de façon incohérente, ça peut juste me nuire. Fait que les gens de qui tu parles, là, qui ont comme deux vécus, qui en racontent un qui est complètement déconnecté de ce qu'ils vivent pour vrai, généralement, c'est des gens qui vont vivre beaucoup plus de difficultés à terme, là, dans le temps. Donc, c'est pas vrai qu'à force de parler positivement, on va devenir plus positif, c'est ça? En fait, c'est pas ça. C'est que si mon vécu est toujours négatif, que ce discours-là positif n'est qu'une façade pour paraître, parce que c'est l'idée du paraître ici, d'avoir l'air bon, d'avoir l'air en contrôle, d'avoir l'air dans... L'idée, c'est de souffrir moins parce que si tu as un discours négatif, je sais pas. Oui, bien c'est ça, mais si moi, je m'entraîne à avoir un discours négatif pour moins souffrir, là, il y a un mécanisme qui va s'enclencher où je vais tranquillement, pas vite, me mettre dans une posée. Ce que je dis, c'est les gens que tu as rencontrés, s'ils le faisaient seulement pour paraître, pas pour s'aider, mais vraiment pour avoir l'air d'être bon puis d'être en contrôle puis tout, là, on est dans quelque chose qui peut être nuisible. Comment je peux me parler positivement ou comment je peux changer mon discours? Il y a différentes stratégies qui existent. Puis avant qu'on rentre en ondes ensemble, je vous parlais d'un livre là, qui est Option B, d'un gars qui s'appelle Adam Grant et de Sheryl Sandberg, là, qui est la numéro 2 de Facebook.
Dans ce livre-là, notamment, on parle beaucoup puis c'est un livre qui est très solide scientifiquement, on se parle beaucoup de compassion envers soi puis de bienveillance envers soi. Puis c'est un peu l'extension aussi de ce que Rémi disait il y a 2 semaines, de dire, après 10 000 heures, là, je suis capable de m'observer puis de me dire que c'est pas grave que je revive de la souffrance puis de la peine, il faut juste que je prenne action. Ben c'est ça. Donc, l'idée ici, en parlant de compassion envers soi puis de bienveillance, c'est l'idée de se dire que à tous les jours, en me levant le matin ou en me couchant le soir, je vais prendre le temps d'apprécier 5 affaires positives que j'ai faites aujourd'hui. Et donc, de commencer à me forcer à observer le positif puis à mettre le positif de l'avant. Ça, c'est une stratégie. Donc, avoir un cahier de bienveillance, par exemple, là, ou un journal où je me force à faire ça, ça a démontré des effets. Il y a une autre approche qui est plus de prendre conscience, puis j'y ai fait référence un petit peu tantôt, mais de prendre conscience de ce qui est récurrent dans ma façon de réagir au négatif. Donc, de dire que c'est tout le temps de ma faute. De dire que la souffrance que je vis là ou la difficulté que je vis là, le négatif va rester là pour toujours. Ou de dire que ça va affecter toutes les sphères de ma vie. Je ne serai plus capable de m'entraîner, ça va cascader sur ma famille, je n'aurai plus jamais d'énergie. De prendre conscience de c'est quoi la première réaction que j'ai et de tranquillement, pas vite, la déconstruire. Donc, de se donner des exemples du fait que c'est pas vrai. C'est pas tout le temps de ma faute. Il y a des choses externes qui peuvent expliquer ce qui se passe. Ou que, ben non, je finis par être capable de revivre de la joie ou un peu de bonheur ou d'émotions positives avec le temps en me donnant des stratégies. Et donc, de prendre conscience de c'est quoi notre pattern pour le déconstruire, ça aussi nous permet de vivre plus de positif. Parce que certainement que comme entrepreneur, que ce soit avec nos investisseurs, avec nos clients, avec nos employés, on doit effectivement par moment avoir des patterns qui par moment peuvent nous nuire et nous décourager. Donc, c'est ça, j'imagine que chaque entrepreneur ceux qui écoutent en ce moment peuvent peut-être penser à des patterns qu'ils ont avec certains types de relations d'affaires, parce que là, on est dans la sphère entrepreneuriale. Ouais. Mais je trouve que c'est intéressant d'imaginer, de dire, c'est toujours ça ma première réaction. Peut-être que finalement, je m'aperçois que est-ce que ça arrive vraiment 10 fois sur 10 ou ça arrive 3 fois sur 10 seulement? Exact. Puis d'observer, moi, je le fais beaucoup là, dans mes accompagnements avec des entrepreneurs puis des gestionnaires, d'observer les récurrences pour comprendre qu'est-ce qui déclenche puis qu'est-ce que je peux faire. C'est quelque chose qui, pour moi, est majeur dans la capacité à évoluer puis à faire évoluer ses stratégies pour être plus résilient puis plus faire face au stress. Si systématiquement, je perds les yeux sur l'interpersonnel et je mets le focus juste sur les résultats quand je suis stressé. En démarrage d'entreprise, toujours mettre les yeux sur le résultat, ça va être difficile parce que ça peut prendre un certain temps avant de voir des résultats puis d'en récolter. Là. Fait que si c'est ça le pattern puis que je suis toujours pas satisfait de ce qu'on livre, il y a des chances que j'ai besoin de voir comment je peux faire pour mettre mes yeux ailleurs comme entrepreneur. Est-ce que ça se peut qu'on ait des alliés qu'on ne réalise pas? Par exemple, quand on se lance en affaires, on a souvent un associé ou on a d'autres personnes autour de nous, puis peut-être que ces gens-là, ils les voient, nos patterns. Puis peut-être que parfois, ils nous le disent, puis on ne l'entend pas. Tu sais, je ne sais pas, moi, si avec mon associé, je vais voir des capitaux de risque, ou je vais voir des investisseurs, puis que mon associé s'aperçoit que quand ça ne va pas comme je veux, je réagis de telle façon. Il y a sûrement des gens, parce que oui, il faut s'observer, mais peut-être qu'on peut aller utiliser un peu d'aide, puis s'aider un peu. Puis il y a peut-être des gens proches de nous dans notre équipe qui les voient, nos patterns. Tout à fait. Puis en fait, c'est vrai dans notre vie personnelle, c'est vrai dans notre vie professionnelle. Puis c'est là où moi je travaille beaucoup sur les aspects de complémentarité quand on est avec des duos ou des trios d'associés, de dire OK, en quoi vous êtes complémentaires. Donc ça va vous donner, ça va vous surélever des fois, mais des fois ça va faire en sorte aussi que vous allez avoir de la misère à vous comprendre. Fait que, tu sais, cet aspect-là d'être capable de dire, est-ce qu'on est capable comme entrepreneur, comme adulte qui avons un projet ensemble auquel on croit, d'avoir cette franchise-là, cette authenticité-là, cette humilité-là entre nous.
sais, je pense que c'est vraiment l'aspect de l'humilité, quelque chose d'important dans ces démarrages-là, parce que ce qu'on veut, c'est amener notre projet à terme et pas juste alimenter notre ego avec le projet. D'être capable de se montrer ouvert à ça, et c'est là des fois où les stratégies de gestion de conflit deviennent importantes. J'en profite, je m'excuse pour dire aux gens que si vous voulez poser des questions, vous pouvez aller dans le Q&A ou dans le chat pour poser les questions parce que je suis tellement intéressée que j'ai pas pensé à vous le dire, mais oui, vous pouvez poser des questions à partir de maintenant. Mais c'est ça, donc on est en train de dire qu'on peut bâtir sa résilience soi-même, mais les autres peuvent nous aider dans ce processus-là aussi. C'est ce Tout à qu'on fait. dit. C'est là où le relationnel, pour moi, est important. Des fois, parce qu'ils peuvent nous permettre de prendre conscience du pattern, nous le nommer. Des fois, parce qu'ils peuvent nous aider à anticiper ou à essayer d'élaborer des nouvelles stratégies parce qu'on a essayé d'en mettre en place et ça ne fonctionne pas. Donc, ce soutien social-là, il est essentiel dans le parcours. Puis, c'est un peu, c'est ce que révélait aussi l'étude de l'Association canadienne de santé mentale chez les entrepreneurs, que c'est un nœud important dans ces projets-là entrepreneuriaux puis dans les projets de démarrage que de s'assurer d'être suffisamment bien entouré pour sentir qu'on a le soutien nécessaire pour passer au travail. J'ai une question de Luc ici. La résilience est-elle aussi liée à sa propre motivation et de l'intérêt qu'on porte à un projet ou à une démarche? Il y a plusieurs choses dans la question. Là. La notion de l'intérêt, d'une part, c'est un des aspects de ce qu'on peut considérer comme étant de la motivation, parce que si je ne suis pas intéressé, je n'avancerai pas. Fait que ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est est-ce que la motivation peut m'aider à faire preuve de plus de résilience ou à développer ma résilience? C'est un peu la prémisse avec laquelle on part dans ce qu'on essaie de tester à l'Esplanade. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des types de motivation qui m'amènent à être plus en mesure d'être résilient? Moi, l'hypothèse que je fais, c'est oui. Il y a des sources de motivation quand ce que je fais est proche de mes valeurs, quand j'y crois, quand je le fais pour avoir du plaisir. Tout ça devrait m'amener à avoir un vécu psychologique beaucoup plus positif que si je le fais, par exemple, pour préserver mon ego, pour au final finir par m'enrichir ou pour m'assurer que je vais être en contrôle de tout ce que je fais puis être le seul maître à bord, par exemple. Donc ça, je ferais l'hypothèse que oui. Jusqu'à maintenant, je ne peux pas dire que j'ai des résultats scientifiques qui en font la démonstration, mais Luc, c'est un peu ce qu'on commence à faire ensemble et que j'espère qu'on va pouvoir continuer à faire dans le temps. Mais là, tu parles de motivation intrinsèque et extrinsèque, c'est ça? Exact. Donc, on est... Comme quand tu parles, par exemple, de l'ego, ça, c'est plus de la motivation extrinsèque, non? Oui, dans le continuum, là, il y a extrinsèque, introjecté, identifié, puis intrinsèque. Donc, l'ego serait plus au niveau de l'introjection. Donc, préserver mon estime de moi, pas avoir honte, on est plus là. Donc, c'est pas encore approprié. Tu sais, je déploie des efforts, puis des actions, puis de l'énergie pour quelque chose qui est plus dans le regard de l'autre. C'est pas avoir honte de moi, c'est parce que c'est face aux autres. Donc, je me pose une question. Si je pense à des entrepreneurs que j'ai interviewés puis des gens que je connais, est-ce que les gens qui ont eu une vie plus difficile puis qui se lancent en affaires, par opposition à ceux qui ont été comme dans la ouate, je dis ça là, pour avoir une image, est-ce que celui qui a eu une vie plus difficile a plus de chances de se rendre au bout du parcours que la personne qui n'a jamais connu de difficultés? Écoute, là, je me garde une réserve scientifique autour de ça, au sens où j'ai rien lu là-dessus, mais les hypothèses qu'on pourrait faire, c'est j'ai vécu plus de difficultés, donc en théorie, je devrais m'être doté, si j'ai été soutenu, puis si j'ai fait preuve d'un peu de proactivité, je devrais m'être doté d'un peu plus de stratégie dans la vie, qu'elle soit cognitive, émotionnelle, comportementale, ça devrait me servir. Ce que je peux te dire comme intervenant, puis pas comme chercheur, j'ai fréquenté des entrepreneurs de deuxième puis troisième génération familiale là, qui étaient soit qui héritaient d'une entreprise ou qui... Puis, j'ai pas toujours vu la même fougue puis la même hargne à porter le projet d'affaires. Puis,
je pense qu'il y a quelque chose là où on se dirait, ces gens-là qui ont toujours été un peu élevés là-dedans, puis qui l'ont eu plus facilement, est-ce qu'ils pourraient faire la même chose avec une nouvelle entreprise, une nouvelle idée? Je ne le sais pas. Je pense que j'ai l'impression que de ne pas avoir rencontré suffisamment de difficultés dans ton parcours, ça a l'air drôle de le dire comme ça, là, rencontrer suffisamment de difficultés, mais ça fait en sorte que tu es peut-être moins bien préparé à porter un projet qui, au départ, là, c'est pas le tien. Il t'appartient pas. C'est pas toi qui l'as mis en place. Tu as peut-être fait évoluer la vision, mais il manque quelque chose, je dirais, de personnel aussi là-dedans, qui fait en sorte que ça peut être plus difficile. Fait que c'est un peu là où j'atterrirais. Si on va plus loin puis qu'on sort ça, c'est un exemple, les entreprises familiales. Si on tient pour acquis que peut-être que d'avoir vécu certaines choses plus difficiles te prépare ou t'a permis d'amorcer ton processus de résilience, est-ce qu'on pourrait imaginer que des entrepreneurs qui se présentent dans un accélérateur ou un incubateur, si on les connaît mieux au départ, puis qu'on identifie ceux qui n'ont jamais eu de difficulté de leur vie, puis qu'on peut leur donner plus d'accompagnement que les autres. Je me pose cette question-là, je me dis, si on fait des entrevues plus personnelles puis qu'on connaît leur passé et qu'on voit que ceux qui, justement, débarquent frais comme des roses puis qui vont vivre la vallée des larmes après ça, peut-être que ceux-là, il faut plus leur donner tes capsules puis plus leur donner que les autres parce que tout le monde ne part pas de la même place. Non, je suis d'accord avec toi. Puis moi, je suis un adepte, en fait, de l'utilisation d'entrevues ou de questionnaires comme outil pour mieux comprendre les gens puis les accompagner de façon plus personnelle. Fait que ce que tu dis là, pour moi, fait plein de sens dans une démarche d'accompagnement entrepreneurial. Là où je mettrais juste un petit bémol, c'est de dire, il y a une différence, je pense, à dire, c'est ma première entreprise, c'est mon premier projet entrepreneurial, j'ai 19-20 ans, j'ai une idée, j'ai jamais vécu vraiment de difficultés. Ben, il faut aussi laisser l'occasion à la personne de s'enfarger puis de tomber pour se relever. Tu sais, donc, il y a ça aussi qui est un peu un catch-22 en bon français, là, qui est de dire, je veux bien aller voir le point de départ, mais en même temps, il ne faut pas que je te maintienne dans Watt dans ton parcours parce qu'il faut que tu développes cette résilience-là. Tu sais, c'est un peu comme quand on prend les exemples là, de Yvon Deschamps qui a eu des projets, qui a fait faillite, qui s'est relevé, qui en a eu d'autres, ou les entrepreneurs qu'on entend en général qui disent « ben non, mais j'ai fait faillite plusieurs fois avant d'avoir mon projet. » là. Ben, la première fois qu'ils ont fait faillite a dû être plus difficile à absorber que la deuxième fois. Puis à un moment donné, c'était plus la peur de faire faillite qui les habitait, c'était de dire je vais finir par l'avoir, comme ça va marcher à un moment donné. C'est à travers ça qu'ils sont devenus plus résilients. Donc, c'est ça, c'est les accompagner, aider à faire le processus de... Attends, je vais juste regarder dans questions-réponses. Moi, j'ai une question ici. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur les manières de développer la résilience d'une organisation en contexte de croissance? J'ai observé beaucoup d'entreprises sociales qui, en vivant une première période de croissance, s'éloignent de leurs valeurs et ont de la difficulté à s'adapter aux changements. On se parle vraiment d'autres choses dans cette question-là parce qu'on est dans la résilience d'un système. Je suis peut-être moins équipé pour parler de ça là, mais la première piste que j'amènerais, c'est une réflexion que j'ai plus au niveau de ma pratique, c'est ce qu'on dit là par rapport à la croissance d'une entreprise sociale, pour moi, c'est pas si différent que ça de la croissance d'une entreprise privée régulière, là, parce que à un moment donné, plus on va vite, plus on génère de revenus, plus il y a d'impératifs, plus il y a de pression, plus à un moment donné, on peut s'éloigner des réelles raisons qui nous ont amenés à créer une entreprise puis être plus dans le modèle d'affaires que la survie de l'entreprise. Fait que ça, je dirais que c'est le premier pan, là. Le deuxième, si j'avais à dire, vous êtes un entrepreneur social, vous êtes dans une croissance soutenue. Moi, je m'arrangerais avec mes partenaires pour toujours remettre de l'avant ou le plus souvent possible quand on est avec nos employés, quand
quand on fait nos lacs à l'épaule stratégiques annuellement, quand on va au marché pour montrer qui on est, je remettrais toujours de l'avant la vision qu'on avait, les valeurs qui nous portaient pour s'assurer que ça reste central dans notre façon d'opérer malgré la croissance. C'est ça avec quoi j'arriverais maintenant. Ben, j'ajouterais quelque chose, j'ai une sous-question. Les valeurs, ça ne peut pas aussi, dans le cas d'une entreprise sociale, devenir un talon d'Achille parce qu'à un moment donné, si on fait un projet bâti sur certaines valeurs, puis qu'il y a plusieurs personnes, à un moment donné, les gens évoluent, la société évolue, l'organisation évolue, et ça peut être d'autant plus souffrant si, à un moment donné, tout le monde ne porte plus les mêmes valeurs, mais c'est une organisation où les gens sont encore tous là. Tu sais, si tu lances une entreprise pour des raisons commerciales, ouais. C'est rare que tu changes d'idée. Tu lances ça pour ça, puis l'entreprise fait du profit, puis tu es content. Mais si tu le lances pour des raisons avec des valeurs, puis que les gens évoluent, puis que là, il y en a 2 sur 3 qui ont encore les valeurs, puis l'autre l'a pas, ça peut justement créer des conflits, ça peut créer de la souffrance que tu n'aurais pas dans une entreprise purement capitaliste où les gens ne chicaneront pas pour dire on ne veut plus faire d'argent. Personnellement, les entrepreneurs avec lesquels j'ai travaillé, pour la plupart, n'ont pas lancé leur projet d'affaires que pour faire de l'argent. Donc, il y avait toujours une idée de on va mettre de l'avant quelque chose qui va faire une différence. Pour une personne, une organisation, un ensemble d'organisations, une société, il y avait ça derrière le projet. Là où je te rejoins, c'est que si on est trop... En fait, s'il y a quelqu'un dans notre équipe qui s'éloigne de notre système de valeurs, puis que nous, on reste rigide autour, c'est sûr que ça va créer des conflits, de la dissension. Je pense qu'une clé là-dedans, c'est aussi de se dire comment, comme organisation, on fait évoluer nos valeurs sans les dénaturer, mais on les fait évoluer pour continuer à s'entendre dessus puis à livrer notre promesse de valeur, là. Tu sais, il y a ça, je veux dire, je pense à une organisation, puis j'y pense parce que j'étais avec Robert Dutton au début de la semaine. Tu sais, Rona, à l'époque de Robert, ben acheter des produits faits au Québec pour les distribuer au Québec. Il y avait une vision là-dessus qui était intéressante quand Rona, c'était provincial. Mais quand c'est devenu national, cette valeur-là aurait peut-être eu de la misère à vivre à travers le réseau canadien, mais elle est restée très cohérente avec ce qui se passait ici, puis c'est déployé autrement avec des produits faits ailleurs au Canada, dans les magasins ailleurs au Canada. Donc, la valeur reste la même, fait ici, distribué ici. On a juste à, on a changé le nos stratégies puis nos façons de faire. Fait que je pense que les valeurs, ça devient quelque chose qui est important à considérer, mais dans un spectre où, effectivement, il faut qu'elles nous aident à avancer plutôt que de nous faire stagner sur quelque chose. J'ai une question intéressante ici. Comment on peut générer la prise de conscience de l'importance de la résilience alors qu'on trouve souvent de la résistance, qu'on affronte de la résistance de la part des entrepreneurs, pression des pairs, peur de l'échec. Donc, comment on développe ça alors qu'il y aurait de la résistance? C'est ce qu'on dit. C'est une excellente question. Tu sais, dans n'importe quel mouvement individuel comme personne, ça revient un peu à ce que Rémi disait aussi, il faut que ça fasse mal. C'est quoi ta souffrance préférée, là? Si j'ai retenu ça un peu. Faut être capable de... Il n'y a personne qui arrête de fumer parce qu'on leur dit que c'est pas bon. Fait qu'on est un peu là-dedans encore, là. C'est comme, je peux pas te dire que tu as besoin d'aide ou il faudrait que tu développes ta résilience si tu n'es pas capable de le reconnaître. Donc, pour moi, la stratégie à ce moment-là, là, que vous soyez investisseur, consultant, c'est de commencer à éduquer, à questionner la personne devant vous, mais pas de façon moralisatrice ou avec des grands concepts, mais plutôt de dire, as-tu remarqué que, si je reprends l'exemple tantôt d'emphase sur les résultats versus les personnes, ben si moi je suis ton partenaire, Diane, dans un projet entrepreneurial, puis que tu as tendance à mettre les yeux beaucoup plus sur le résultat que les personnes quand tu es stressé, mais je pourrais
te questionner autour de ça. As-tu remarqué que ces temps-ci, le discours avec moi, avec nos employés, avec nos investisseurs, est beaucoup sur le livrable puis ce qu'on va être capable de faire, alors qu'il y a des gens qui te lèvent la main et qui te disent « on se sent pas capable, là. La pression est trop élevée ». Qu'est-ce que tu penses que ça va avoir? Donc, la stratégie de questionnement, là, qui est comme une stratégie classique en coaching maintenant, puis en psychothérapie, est pour moi essentielle parce que vous ne pourrez jamais pousser dans la gorge de quelqu'un qui a besoin de développer sa résilience. Si ce n'est pas reconnu, ça ne fonctionnera pas. Donc, si l'idée est de s'observer, la phrase pour aider les gens à s'observer, c'est « As-tu remarqué que… » Ça Il y a fait, comme un lien entre en les tout deux. cas, moi, ça fait partie des stratégies. Je trouve que ça a beaucoup de bon sens parce que si on veut que les gens s'observent, une phrase qui a rapport avec l'observation, c'est bien « As-tu remarqué que… » Tout à fait. Donc, c'est vraiment il faut que ça fasse mal ou que l'entrepreneur souffre assez pour qu'il ait besoin d'aller chercher de l'aide, ou alors que quelqu'un dans son entourage de bienveillant soit capable de l'approcher avec bienveillance pour ouvrir son esprit. C'est ça que je comprends. Tout à fait. Et ça, c'est personnellement. Puis des lieux comme l'Esplanade, par exemple, comment ils peuvent… Bien, là, on ouvre la conversation ce soir sur ce sujet-là. Il va y avoir la recherche. Donc, j'imagine qu'il faut que les coachs de ces lieux-là en parlent aussi. Bien, je pense que c'est de plus en… Puis moi, pour vrai, ce qui me rassure, un des éléments positifs que je vois de la crise qu'on vit en ce moment, là, c'est que toutes les anciennes firmes où je suis passé comme professionnel et d'autres qui sont des partenaires où on place des stagiaires et tout, me disent c'est fascinant à quel point l'ouverture vers cette notion-là de résilience, de mettre en place des conditions pour prévenir les enjeux de santé mentale commence à être d'actualité et où on nous demande pour demain matin, là, alors qu'il y a un an, on ne nous posait pas ces questions-là, pour demain matin d'être capable d'accompagner des gens sur de la formation en résilience, du coaching en résilience. Donc, je pense que de plus en plus, là, cette notion-là, elle va devenir importante, puis je pense que ça a été catalysé par la crise qu'on vit en ce moment. Ce besoin-là d'aider du monde à comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour faire face aux difficultés. Donc, à ta question, je pense qu'on est là face à un contexte qui le permet, qui le facilite, qui l'accélère, ce mouvement-là. Pour les incubateurs, oui, des coachs qui pourraient rappeler aux entrepreneurs que c'est important qu'ils prennent le pouls de comment ils vont puis de qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour traverser les difficultés. Mais je pense que même de façon plus générale, d'avoir des rappels pour les gens des communautés entrepreneuriales dans des incubateurs ou dans d'autres véhicules, pardon, des rappels de qu'est-ce que vous avez fait cette semaine pour passer à travers vos difficultés. Est-ce que ça a fonctionné ou pas? Moi, j'aimerais ça avoir une petite application là, sur mon téléphone qui me pose cette question-là aux 2 jours puis qui m'aide à documenter mes stratégies. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour aller mieux? Il reste du temps pour une dernière question. Donc, si quelqu'un veut poser une dernière question, on a encore quelques minutes avant de conclure. Fait que je vais regarder s'il y a quelque chose qui émerge. Il ne semble pas. Est-ce que tu as une recommandation à faire? Quelqu'un qui a écouté ça puis qui dit peut-être que je devrais amorcer une certaine forme d'observation ou de… On commence comment? Bien, encore pour faire du pouce sur ce que Rémi a amené il y a 2 semaines, qui m'a fait réfléchir beaucoup depuis 2 semaines, c'est, je pense que le point de départ, là, pour les entrepreneurs comme pour n'importe qui, c'est de reconnaître qu'on va avoir des difficultés. De pas être capable d'accepter ça. Ça rend difficile n'importe quel mouvement vers le fait d'essayer de se trouver des stratégies pour y faire face. Fait que, d'une part, c'est d'accepter que les difficultés vont faire partie inhérente du processus entrepreneurial.
Fait que premier élément. Le deuxième que je noterais, qui est en lien un peu avec ce que toi t'as amené tantôt, Diane, c'est allez donc voir les gens autour de vous. Puis prenez-le pouls de comment vous allez, de ce qu'ils voient. C'est probablement une des plus belles richesses que moi j'ai eues dans ma pratique, que d'accepter d'aller voir les autres pour comprendre ce qu'ils voyaient de moi, puis essayer de me questionner là-dessus. Puis des fois, forcer pour des clients le fait d'aller chercher de l'information pour voir sur quoi on peut travailler puis comment. Fait que ce serait mes deux recommandations pour clore notre discussion. Bien, je te remercie. Moi, je vais finir sur un souhait. Je vais souhaiter aux participants que vous n'ayez pas besoin de souffrir trop puis de vous rendre trop loin dans la souffrance avant d'amorcer votre processus de résilience. Je suis bien d'accord avec toi. Fait que je remercie l'Esplanade, je remercie Luc, je remercie Laura, puis merci encore une fois Simon. Donc, c'est la fin de notre série Résilience. Merci, merci à toi, à l'Esplanade. Puis j'en profite pour dire merci à mes étudiants pour le projet qu'on a avec la gang de l'Esplanade aussi. Bien, bonne soirée pour tout le monde. Merci, bye bye. Bye.